Yop les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Rebuts du Catch et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le récap WWE de cette semaine. Alors cette semaine on a eu quoi? On a eu Raw ce lundi, on a eu NXT ce mercredi et on a eu ce vendredi SmackDown pour une semaine plutôt correcte du côté de WWE. On va revenir point par point dans chaque show dans une ordre chronologique. Avant ça, je voulais juste vous parler des gros points de la semaine. Comme vous savez, mercredi, c'était un mercredi noir. C'était le mercredi noir de la WWE en cette saison, de After Mania, on va dire. C'était un gros ménage de printemps pour le coup. Voilà, en cette saison de printemps, il y a eu un gros ménage de printemps du côté de WWE. Et ça a commencé du coup ce mercredi. C'est pour ça qu'en fin de cette émission, moi et Cody reviendrons sur le sujet où on sera en appel nous deux. Vous aurez la caméra de Cody et ma caméra. Je vais essayer de vous faire un truc très très propre. Mais du coup, j'ai décidé de mettre ça en fin d'émission. Comme ça, ceux qui sont intéressés que pour les résultats resteront pour les résultats. Mais ceux qui veulent avoir notre avis jusqu'au bout, notre avis sur ce mercredi noir, vous pourrez écouter la fin de cette vidéo qu'on vous offrira avec Cody qui viendra nous parler de WWE, ce qui est assez exceptionnel pour en parler. Et l'autre gros point de cette semaine, je me permets de regarder de ce côté parce que c'est ici qu'il y a mes notes et je vais beaucoup le faire. Le gros point de cette semaine, c'est tout simplement le Money in the Bank Ladder Match qui aura lieu au QG de la WWE. Comme vous savez, le QG de la WWE est situé à Stanford. C'est le gros QG de la WWE qui normalement devait être délocalisé, mais avec l'histoire du confinement, je crois que la délocalisation du QG de la WWE est reportée ou sera fait plus tard, ce qui est totalement compris, ce qui est totalement normal au vu de la situation. Du coup, ils ont décidé de partir un peu dans le farfelu WWE en organisant le Money in the Bank Ladder Match féminin et masculin autour de ce QG. C'est simple, ils commenceront au rez-de-chaussée. Ils commenceront et le but sera de monter les étages jusqu'à arriver au toit. Ou sur le toit, je vais vous mettre des photos ici de ce qui a été montré. Sur le toit, il y a des images qui ont fuité d'un ring sur le toit avec une grosse structure métallique où il y aurait les mallettes Money in the Bank. Donc une grosse organisation, une stipulation vraiment réinventée. On s'inspire du Japon avec la DDT Fédération que j'apprécie de mieux en mieux. J'apprécie énormément la DDT de ce que je vois. C'est très très chouette comme fédération. Et là j'ai l'impression que WWE s'inspire en cette période de confinement un peu. Bon, entre nous, je pense qu'il ne s'inspire pas de la DDT, mais c'est assez marrant de voir que la DDT en février, je crois, avait fait un match comme ça dans des bureaux. Bon voilà, c'est très indépendant, très DDT, catch japonais un peu farfelu comme ça. Mais voilà, c'est très important de le noter. Ça va être une stipulation très originale pour la WWE. Le QG, c'est un endroit qu'on voit presque jamais. On voit beaucoup le Performance Center, surtout en ce moment avec le confinement qui est instauré en Amérique. Mais voilà, on ne voit pas assez le QG. Et ça va être vraiment un truc très spécial où le but sera, en partant du plus bas, monter les échelons dans ce QG pour arriver sur le toit, prendre l'échelle et prendre la mallette Money in the Bank. C'est totalement what the fuck. Je ne peux pas dire autrement que c'est what the fuck complet. Mais peut-être que en cette période très compliquée, c'est peut-être aussi ce que je cherche, en tout cas moi, fan de WWE. Il y a un peu de divertissement que je cherche et effectivement... oui, effectivement, j'ai envie de voir cette stipulation, j'ai envie de voir comment ça sera géré. J'ai beaucoup confiance en WWE sur comment ça sera géré. Maintenant, les règles, ça va être compliqué. C'est un peu comme le Firefly Funhouse où on n'avait aucune information et encore moins sur le Boneyard Match. Donc, on verra bien comment ça se tourne pour ce Money in the Bank Ladder Match. Alors j'ai continué d'appeler ça dans ma review le Money in the Bank Ladder Match, qu'on ne sait pas vraiment si ça sera un ladder ou pas. Donc voilà. On passe tout de suite à Raw qui a eu lieu ce lundi. Et pour commencer Raw, on a commencé ce Raw avec Asuka qui a affronté Ruby Riott dans un petit match assez bon. C'était un match pour déterminer, pour qualifier quelqu'un pour le Money in the Bank Ladder Match féminin. C'est Asuka qui est ressortie gagnante de ce match face à Ruby Riott. Vraiment un match très correct pour la division féminine. J'ai beaucoup aimé Asuka, une catcheuse que j'aime énormément voir évoluer, surtout en cette période de confinement. J'aime vraiment ce qu'elle propose.
Et pour moi, Asuka, bah ouais, c'est une de mes favoris actuellement parce qu'en plus, des rumeurs qu'on a, elle serait beaucoup appréciée en backstage. Je l'espère parce que vraiment, c'est une de mes favoris pour ce Money in the Bank ladder match féminin. On a ensuite enchaîné avec les annonces pour la semaine prochaine. Il y a MVP qui est là. Bon, MVP, bon, c'était son dernier match normalement face à Drew McIntyre. Non, face à Matt Hardy la dernière fois. Bon, hein, j'ai l'impression qu'on reste pas trop là-dessus. Et là, il y a MVP qui est là, présent ce soir pour le VIP Lounge de MVP du coup. Et il annonce plusieurs matchs pour la semaine prochaine. Il annonce qu'il y aura 3 matchs de qualification pour le Money in the Bank ladder match qu'on aura d'abord Rey Mysterio qui affrontera Buddy Murphy dans un match que j'attends tellement. Ça risque d'être tellement bien et j'espère tellement que Buddy Murphy prendra cette place à cause de grâce ou à cause, on va dire, du nouveau groupe entre Almas, Angel Garza et Austin Theory, ce qui expliquerait que Murphy aurait une place un peu avec la fin de Raw. On en parlera plus tard de ce qui s'est passé à la fin de Raw, mais voilà, et ce qui expliquerait qu'on aurait un Rey Mysterio Almas qu'on attend depuis tellement longtemps à Money in the Bank, enfin en pay-per-view. Donc voilà, il y aura Aleister Black qui affrontera Austin Theory. Black, mon grand favori pour ce match, qui affrontera un autre favori, Austin Theory. J'ai été très méchant avec Austin Theory à Mania. Pour moi, ça allait être un pétard mouillé. Et bah pour l'instant, c'est pas si mal que ça. Austin Theory, c'est pas si mal que ça. On peut pas dire qu'il a trouvé sa place dans son clan mexicain, parce que pour moi il a pas du tout une place et il a une gueule de face. Pour moi Austin Theory a tellement une gueule de face, donc ça me dérange un peu de le voir à cette place. Mais je trouve quand même qu'il passe. Il est très bon c'est un très bon catcheur et contre Aleister Black ça risque d'être très chouette. J'ai beaucoup de mal encore à m'investir en Austin Theory, mais on verra la semaine prochaine face à Aleister Black qui enchaîne en parlant de ça les grands matchs. Je l'ai pas noté, mais lors de ce Raw il affronte Oney Lorcan dans un très bon match aussi. Et MVP nous annonce que le 3e match pour se qualifier pour le Money in the Bank ladder match pour le contrat, c'est lui même qui affrontera Apollo Crews. Et là je sens cette envie de WWE de push Apollo Crews après son magnifique match contre Aleister Black. Le mettre contre une légende comme MVP, je doute que le but est de mettre MVP dans le ladder match. Je pense pas. Et j'espère vraiment qu'Apollo Crews gagnera. Et j'espère ne pas me tromper. On verra lors du récap numéro 2. J'espère vraiment pas me tromper. Parce que Apollo, j'adore. Apollo Crews, j'adore ce qu'il a offert face à Aleister Black la semaine dernière. M'a totalement bluffé. Là contre MVP, je suis très curieux. Mais MVP, j'arrive pas. Et MVP, son dernier match, c'était censé être contre Matt Hardy à Raw, quand il y avait encore du public. Après le Raw After Royal Rumble. Donc voilà, j'ai un peu de mal. Et à voir qu'est-ce que ça donnera. Mais voilà, mes pronostics pour la semaine prochaine, c'est Buddy Murphy, Aleister Black et Apollo Crews. Ensuite, on a un match de qualification ou plus un segment, on va dire, où Shayna Baszler détruit totalement Sarah Logan après avoir sonné la cloche. Le match est donc arrêté, hein, vous connaissez, elle lui détruit le bras, elle met sa prise comme ça, et elle appuie, elle lui détruit le bras complet. Ce qui fait que le match est arrêté par décision de l'arbitre. Alors, il y a eu un petit cafouillage, je sais pas si c'était fait exprès pour donner de la crédibilité à l'attaque. On nous annonce Sarah Logan comme gagnante de ce match. Ok, mais du coup, elle est out complet parce que le bras il est niqué. Elle a plus de bras, Sarah Logan, et on sait ce qui s'est passé mercredi, 2 jours après quand elle s'est fait virer. Après la pub, on nous annonce que Shayna Baszler se qualifie pour le match Money in the Bank, ce qui je trouve logique. Elle détruit, l'autre n'est pas apte. Bon, on te met dans le match, ce que je comprends. J'ai noté un autre petit point qui est la domination du clan de Zelina Vega. Elle a instauré un clan autour d'elle. Austin Theory, Angel Garza et Andrade Cien Almas. Et c'est incroyable. Austin Theory gagne un match, son premier match face à Akira Tozawa, avec une blague très raciste de la part de Jerry Lawler. Jerry, moyen. Dans un super match. Et Austin Theory gagne après le match. T'as Angel Garza et Andrade Cien Almas qui viennent attaquer Akira Tozawa. Plus tard dans la soirée, c'est Angel Garza qui affronte un Toichi Miles qui est catcheur de NXT, qui s'est fait virer je crois aussi. On en reviendra juste après dans la fin de l'émission. Et après l'avoir battu, t'as Austin Theory et Andrade Cien Almas qui reviennent pour faire exactement la même attaque. Voilà, ils continuent, ça s'attaque, c'est très chouette et on en parlera plus tard de ce clan.
On enchaîne avec un autre, pour moi, le show stealer de ce Raw, c'est Viking Rider qui affronterait Cedric Alexander et Ricochet. J'ai un gros coup de cœur pour l'équipe entre Cedric Alexander et Ricochet qui, au bout de 2 semaines, je crois, c'est la deuxième fois, c'est la troisième fois qu'ils font équipe. Et bah au bout de la troisième fois qu'ils font équipe, ils ont enfin une tenue qui colle. On a Ricochet qui est en slip, je crois. Si je me trompe pas, il y a Ricochet qui est en slip, ça fait plaisir. Ça, on voit pas souvent Ricochet en slip. Donc là, voilà, alors ça fait très bizarre cette phrase, mais voilà. C'est un match de 13 minutes et c'est un excellent match où Viking Rider ressortent gagnant de cet affrontement et en gros défie clairement les Street Profits pour le titre. C'est pour ça que après le match et après la pub, on retrouve Street Profits dans les backstage. Et Street Profits disent clairement qu'ils vont défendre leur titre contre Viking Rider sans problème. Il y a même Belair qui leur dit mais vous les avez jamais battus. Et eux, parce qu'eux ils sont dans un délire où ils l'ont déjà battu. Bon voilà, c'était très cool. Et le match aura sûrement lieu à Money in the Bank. Viking Rider contre Street Profits, je dis oui. Je dis plutôt un gros oui. Et le dernier point de ce Raw, c'est champion contre champion. Après une promo incroyable, une très 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 bonne promo, je trouve, pas incroyable mais une très très bonne promo de Drew McIntyre lors du début de Raw. Almas est venu le défier en lui rappelant l'histoire de NXT où Almas lui avait détruit le bras pour ensuite gagner le titre NXT pour la toute première fois. Pour moi, le plus gros raté de WWE qui s'est transformé en c'est pas un raté, c'est à la fois un mal pour un bien. C'est quelque chose qui ne s'attendait pas, qui est de fin de compte devenu légendaire. Sans ça, Almas, je pense, ne serait plus à la WWE actuellement. Donc voilà, il lui a rappelé sa victoire à NXT TakeOver Wargame et il le défie pour le main event pour un champion contre champion. Après 10 minutes de super match entre Drew McIntyre et Andrade Cien Almas qui était très chouette, j'ai vraiment trouvé ce match très très chouette. C'est McIntyre qui s'impose parce que oui, c'est le champion, il faut le montrer. Même s'il a réussi à se dégager de quelques interventions d'Angel Garza et Austin Theory qui ont essayé d'intervenir. Après le match, tu as la musique de Seth Rollins, Burn It Down qui s'acclenche. Il arrive, Curbstorm sur Drew McIntyre, il regarde le titre. L'équipe de Zelina Vega ne s'approche pas. Et ma théorie là-dessus, c'est que la Messiah rencontre la théorie. Almas, qui veut dire cien, veut dire prix, si je me trompe pas, argent en mexicain, à vous de redire. Donc ça, dans ma tête, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est le Messiah, donc Seth Rollins rencontre l'argent, en Almas, le prix, l'argent, l'ange, Angel Garza, et la théorie, Austin Theory. Pour moi, c'est peut-être un moyen de allier ce groupe mexicain Austin Theory avec Messiah, avec tout ce qui se passe autour de Messiah, et surtout avec Buddy Murphy, IOP. Donc voilà, c'est peut-être le bon moment de créer un vrai gros clan qui risque d'être destructeur à Raw. On passe tout de suite à NXT. Et pour NXT, c'est le prince David qui continue son ascension à NXT après avoir battu Fabian Aichner. Il est intervenu dans un super match en passant. Il est intervenu dans une promo de Velveteen Dream qui parlait du titre de Adam Cole. Et en gros, Finn Balor est venu en disant t'es qui, on se connaît pas et tout ça. Bon, tout ça emmène à un match simple la semaine prochaine entre Finn Balor et Velveteen Dream. Un match qui me hype, mais tellement. Qui me donne tellement envie. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me donne extrêmement envie de voir le Dream, le rêve affronter le prince. Ça peut être très 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 chouette. Et oui, moi je dis oui. Et cela déterminera, je pense, un challenger pour le titre de Adam Cole, baby. On a aussi Charlotte qui demande un match contre Mia Yim. Alors c'est simple, pour vous rappeler, donc il y a une petite promo vidéo de Charlotte. Et en fait dans cette promo vidéo, Charlotte dit clairement qu'elle va affronter Mia Yim. Avant de affronter Yoshirai qui a la mallette comme elle l'a gagné, Charlotte va affronter Mia Yim parce que son tout premier match à NXT était contre Mia Yim. Leur tout premier match, je crois que c'était aussi le premier match de Mia Yim à NXT, c'était face à Charlotte. Ils se connaissent depuis tout petit. Charlotte, elle a évolué. Mia Yim est toujours à NXT. Et c'est là où Charlotte veut lui dire je veux te battre. Ça fait 6 ans que je t'ai battu. Je veux encore te battre pour montrer que je suis le meilleur. Très bien pour construire seulement Mia Yim qui a un peu de mal dans le roster. Très très bien, il y a une histoire, ça va être très bien raconté sur le ring, j'en doute
pas entre les deux, ça risque d'être très très bien. À revoir le match Mia Yim Charlotte si vous l'avez pas vu, celui d'il y a 6 ans dans 2014, à voir parce que je pense qu'il y a beaucoup de références. Ça va être très très bien et ça nous prépare au match contre Yoshirai qui va être très très chouette. Donc voilà, elle lui met over, elle dit clairement à William Regal qu'il pourra lui mettre n'importe quelle catcheuse face à elle. Juste avant, elle veut Mia Yim. Très 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 belle promo backstage vidéo même de Charlotte. Nous avons le premier match pour le tournoi Cruiserweight et c'est Akira qui a fait face à Isaiah Scott. Alors, bizarrement, Akira Tozawa s'est imposé vainqueur dans ce tournoi, dans ce match de tournoi pour le titre Cruiserweight intérimaire. Parce que oui, Tozawa vient de gagner un point en battant Isaiah Scott dans un très très bon match. Alors pour vous répéter, c'est un système de points un peu comme le J1 Climax que vous connaissez sûrement sur cette chaîne. On gagne des points, les deux vainqueurs des deux blocs s'affrontent. Et ensuite, on détermine le champion intérimaire. Pour l'instant, il n'y a eu que ce match. La semaine prochaine, on aura El Hero del Fantasma qui affrontera Jack Gallagher pour le groupe B. On aura Kushida qui affrontera Tony Nese et Jack Atlas qui affrontera Drake Maverick. Les deux là pour le groupe A. Pour faire un rappel tout vite, dans le groupe A, il y a Kushida qui a pour l'instant 0-0, Drake Maverick qui a pour l'instant 0-0, Tony Nese qui a pour l'instant 0-0 et Jack Atlas qui a pour l'instant 0-0. Tous les matchs auront lieu lors de la semaine prochaine. Pour le groupe B, on a Akira qui a 1-0, donc une victoire, 0 défaite. On a El Hero del Fantasma qui a 0-0. On a Gentleman Jack Gallagher qui a 0-0 et Isaiah Swerve Scott qui a 0-1. Alors mon pronostic là-dedans c'est El Hero del Fantasma. Je suis un gros amoureux d'El Hero del Fantasma et j'espère qu'il gagnera ce tournoi parce qu'il le mérite et c'est un catcheur. Rien que voir ses promos NXT, j'étais lâché. Ça pue l'or, c'est excellent. C'est très 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 bon. Et pour terminer, il y a 2 points pour terminer ce NXT, le main event officiel. Voilà, même si un main event officieux. C'est Timothy Thatcher qui fait ses débuts à NXT totalement. C'était annoncé par William Regal dans The Bump plus tôt dans la journée pendant ce mercredi noir. William Regal a annoncé que Pete Dunne ne pourra pas défendre ce titre, mais que Matt Riddle défendra ce titre avec un invité que Pete Dunne choisira. Je ne sais pas s'il a prévenu que c'était Pete Dunne qui choisira, mais avec un catcheur, il devra trouver un catcheur pour défendre le titre contre Undisputed Era. Undisputed Era qui était composé de Strong et de Bobby Fish pour cette édition parce que Kyle O'Reilly est diabétique et ça serait dangereux pour sa santé, ce que je comprends totalement. Et quand Matt Riddle fait son entrée, on voit une promo de Pete Dunne qui dit « Je t'ai choisi un mec hyper bien. Ok, il nous ramène le mec le plus technique des backstage. Il nous ramène l'ami Timothy Thatcher. » Début sur les chapeaux de roue pour Timothy Thatcher qui vient du coup champion NXT Tag Team par intérim. C'est assez compliqué. En tout cas, voilà, c'est une équipe qui marche très très bien. Timothy Thatcher et Matt Riddle, moi je suis totalement pour. Ça me fait chier parce que vous savez mon amour pour Pete Dunne. Mais voilà, on est quand même face à un match qui était très chouette, même si il y a eu quelques loupés à la fin. Voilà, c'est un peu le stress, je comprends totalement. Mais voilà, Timothy Thatcher qui est superbe dans ce rôle de partenaire tag team. Et je trouve qu'il s'accommode plutôt bien avec le style WWE. Et pour terminer réellement cet épisode de NXT, c'est les débuts de Kyler Kross. Kyler Kross, on en parle. Il a signé en même temps que Timothy Thatcher. C'est ses débuts officiels, on l'avait vu dans le parking. Regardez Johnny Gargano et Candice LeRae sortir. On nous l'a remontré pendant les épisodes de NXT. Et là, à la fin de NXT, t'as Thomas Ciampa qui fait carrément une promo pour s'excuser, pour dire c'est terminé à Gargano. Une promo face cam. Et là, il se fait attaquer par Kyler Kross et Scarlett Bordeaux qui l'accompagnait. La caméra tombe, on voit les talons de Scarlett Bordeaux, on voit Kyler Kross qui met sa tête devant la tête de Ciampa. Assez cool, assez badass comme promo. Et Kyler Kross s'appelle Karrion Kross. Ah, les noms Karrion Kross, moi j'aime pas. Kyler Kross, je trouve c'est très accrocheur, mais bon, voilà, on ne choisit pas. On enchaîne tout de suite avec SmackDown et SmackDown commence avec le Moment of Bliss. Moment of Bliss où c'est Braun Strowman qui est l'invité de Nikki Cross et de Alexa Bliss. Et il nous parle un peu de Bray Wyatt et tout ça. Et Braun Strowman voit un cadeau sur le côté du ring. Il dit il fallait pas m'offrir de cadeau. Alexa Bliss et Nikki Cross lui disent c'est pas un cadeau qu'on t'a offert. Il ouvre et il tombe sur un masque de la famille Wyatt. Waouh,
Alors moi c'est une rivalité de base Strowman Wyatt qui m'intéresse pas. J'ai vraiment l'impression que c'est parce qu'on a fait perdre le titre à Wyatt pour voir le Goldberg Roman Reigns qui fin de compte n'a pas eu lieu. Et du coup ils se sont retrouvés dans la merde et ils ont envie de remettre le titre sur The Fiend. Bon, hein, ils sont un peu dans le caca, ils sont un peu dans la mouise double. Bon, hein, du coup ils ont essayé de rattraper le truc comme ils ont pu. Et du coup ils sont en train de créer une rivalité très très chouette entre Braun Strowman et Bray Wyatt pour le titre. Et le match a été officialisé. Il aura lieu à Money in the Bank. Et on nous a aussi annoncé qu'on retracera l'histoire de Strowman et de Bray Wyatt au fil des années la semaine prochaine. On nous annonce aussi, on nous annonce pas, il y a un match entre Sasha Banks et Tamina. Et là, c'est le drame. Sasha Banks se prend un pin de 3 de la part de Tamina sans réelle controverse. Aïe. Clairement, entre nous, hein, j'ai beaucoup mal, ça me fait beaucoup chier. Du coup, Tamina affrontera malheureusement Bayley à Money in the Bank. Pour une fois, je serai pour Bayley. Oui, ils mettent Tamina face en plus. Quelle idée. Bon, hein, voilà. Et après le match, Lacey Evans est venue fêter la victoire de Tamina. Après la pub, Lacey Evans était en backstage et dit clairement qu'elle veut Sasha Banks. Lacey Evans et Sasha Banks s'affronteront pour déterminer une participante du Money in the Bank Ladder Match. Ça risque d'être très chouette. Par contre, Sasha Banks, Lacey Evans, ça peut être très cool. On continue sur le catch féminin. Du côté de SmackDown, c'est Dana Brooke contre Naomi. Dana Brooke contre Naomi, un match pour déterminer quelqu'un, pour le qualifier pour le Money in the Bank Ladder Match. Et super match. Très bon match de la part des deux catcheuses. Et quel plaisir de voir Dana Brooke gagner. Enfin une victoire clean, une victoire cool. C'est une victoire de Dana Brooke dans un match très chouette. Content de voir Dana Brooke prendre place au Money in the Bank Ladder Match. Elle le mérite. Pour moi, Dana Brooke, c'est une meuf que je milite parce qu'il y a eu une amélioration in ring qui est très forte. Et on n'en parle pas assez. Il y a vraiment une grosse amélioration de sa part. Dana Brooke, c'est une fille qui s'est réinventée, qui est très intéressante maintenant sur le ring. À mon avis, à mon simple avis, à mon humble avis. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très chouette. Malheureusement, petit problème sur le fait que Dana Brooke récupère un match de championnat tag avec Carmella. Les gars, vous êtes cons. Bon. Donc voilà, Carmella, elle fait face à Carmella et Dana Brooke feront face à Nikki Cross et Alexa Bliss dans un match pour le titre tag team la semaine prochaine. On continue sur le catch féminin parce que j'ai pas pris ce qu'il y avait entre. Sonya Deville s'explique. Alors là, je vais vous lire clairement mon résumé. Je vais essayer de vous le faire vivre parce que c'était une super promo, une super delivery de Sonya Deville face à Mandy Rose. J'ai vraiment kiffé et cette rivalité commence vraiment à prendre un sens qui m'intéresse encore plus. Je vous dis tout ça. Sonya Deville vient sur le ring pour s'expliquer. Elle dit qu'elle a toujours été la fille qui accompagnait Mandy Rose dans Fire and Desire. Elle a perdu 5 ans de sa vie avec une poupée Barbie à accompagner. Pour qu'elle la dépasse en plus, pour que cette poupée Barbie la dépasse, c'est clairement ce qu'elle dit. Elle explique aussi qu'elle a demandé de l'aide à Ziggler pour qu'il garde Mandy Rose dans l'équipe pour pas que Mandy Rose s'intéresse à Otis et que fin de compte, tout a un peu explosé parce que le plan de Sonya Deville c'était que Mandy Rose et Sonya Deville restent soudés pour aller affronter les championnes tag team à WrestleMania pour devenir championne. Fin de compte, rien ne s'est passé comme prévu. Et Deville a quand même été mis de côté. Mais voilà, c'était une super promo où je trouve qu'il y en a, ils ont été méchants sur l'acting de Sonya Deville. J'ai trouvé ça très chouette. J'ai trouvé ça plutôt chouette de la part de Sonya Deville. C'était très correct. J'ai vraiment trouvé ça très correct. C'était une super delivery. Et ouais, c'était très chouette. Après, quand il y a Otis qui vient, Ziggler qui attaque Otis, très chouette. Cette rivalité m'intéresse de plus en plus. Ensuite, du côté de SmackDown, c'est Daniel Bryan qui se qualifie pour le Money in the Bank Ladder Match. Après un très bon match face à Cesaro où on a vu un GTS. Intéressant de noter. Bryan ressort vainqueur de ce match et se qualifie pour le Money in the Bank Ladder Match. Alors ça va être très bien. Drew Gulak a aidé Bryan à gagner ce match dans le sens où Nakamura... excusez-moi. Drew Gulak a aidé Daniel Bryan à gagner ce match dans le sens où il était présent pour empêcher Nakamura d'intervenir pendant le Yes Lock. Bryan effectue un Yes Lock, le Yes Lock final, et Nakamura essayait d'intervenir, mais voilà, Drew Gulak était là pour empêcher
que Nakamura intervienne, ce qui fait que Cesaro a abandonné, a tap out. Donc voilà, et on nous a annoncé plus tard dans la soirée que Drew Gulak aurait un match face à Baron Corbin, un match pour savoir qui se qualifiera pour le Money in the Bank. S'il te plaît, Drew Gulak, passe. J'ai envie que tu passes parce que j'ai pas envie de voir Baron Corbin. Et dernier petit point de SmackDown, c'est Big E qui devient champion de tag team de SmackDown. Alors dit comme ça, c'est très con parce que oui, l'idée est conne. L'idée est complètement conne de voir un titre tag défendu en 1v1 V1. Quelle idée WWE vous avez eu de défendre votre titre en 1v1 V1? C'était Jey Uso qui affrontait The Miz, qui affrontait Big E dans un match pour le titre tag. Et j'étais sûr, je me suis dit, mettre ce match en main event, il va y avoir un changement de titre. Et à tous les coups, on l'a eu. Big E est devenu World Tag Team Heavyweight Champion à 2 records, à 2 titres, pardon, à deux détentions de titres des Dudley Boys, si je me trompe pas. Donc voilà, il remporte le match dans un match qui reste quand même correct. Mais quelle idée de merde. Quelle idée de merde. Voilà, moi je suis content de la victoire de New Day. C'est une équipe qui me dérange pas énormément, voire pas du tout. Même si oui, ça commence à être long à la longue. Mais voilà, on est là sur un match très chouette où Big E a remporté le titre. Maintenant, faites revenir Xavier Woods parce que Big E et Xavier Woods, c'est la meilleure équipe qui existe actuellement à la WWE. Kofi Kingston, c'est bien d'être sur le côté ou en mid-card, donc voilà. Et juste vraiment petit dernier point, la semaine prochaine, on aura aussi la célébration des 25 ans de carrière de The Game Triple H. Donc voilà, tout ça la semaine prochaine. Voilà pour le récap de NXT et de SmackDown. C'était peut-être un peu long et ça risque d'être encore un peu long parce que vous allez avoir notre avis avec Cody sur la situation actuelle de la WWE en cette épidémie et surtout sur les licenciements. À tout de suite. On se retrouve avec Cody. Salut Cody. Salut Enzo, ça va? Ça va, ça va. Alors vous avez vu mon récap WWE pour Raw, NXT et SmackDown, et du coup on se retrouve avec Cody parce que avec Cody on voulait vous parler par rapport à l'histoire des virées, hein, ou à l'histoire des licenciements. Ouais, exact. Bah ouais, on voulait avoir un petit mot parce que comme on fait pas l'hebdo en ce moment, on n'a pas pu en parler. Tout le monde s'est jeté sur l'info, nous on l'a pas encore fait, donc ça serait temps qu'on le fasse un peu. C'est ça, c'est ça. Effectivement, nous allons parler de l'info dont tout le monde a parlé de ce mercredi noir. Qui a eu lieu du coup ce mercredi, juste avant NXT, dans la soirée pour nous en France. Et waouh, c'était compliqué. Je vais juste vous énumérer la liste de toutes les personnes suspendues. Et ensuite, on reviendra plus sur notre réaction par rapport à ça. Parce que moi, je fais partie des personnes qui comprend totalement pourquoi il y a eu ça. Et ça me dérange pas. Et moi, ce qui me dérange, c'est surtout les fans. Et je sais pas l'avis de Cody. Et du coup, on l'aura. Mais juste avant ça, je vais vous. Oui. L'avis de Cody. Non, je faisais Ah. Et du coup, je vais vous énumérer la liste complète, la liste environ complète, on va dire, parce qu'il n'y a pas les suppositions. Il y a, je crois, tout ce qui a été confirmé. Bon, vous allez voir, c'est à peu près la liste. Hein. Il manque peut-être quelques noms qui ont été confirmés depuis mercredi, mais voilà. Il y a Dorian Mack, donc, qui est une personne du Performance Center, MJ Jenkins, Dauna Purazzo, Alexander Jacques Sick, pour information, j'ai vu, il est parti de l'Indé. Et j'étais au show en live, c'était au show de la COW, donc voilà. Ah ouais, d'accord, ok. C'est Alex Khan pour ceux qui étaient à la PC. Ouais, Rousseff. J'ai déjà entendu parler de lui. Lui, il aura pas de mal à se trouver des dates. Ouais, et en plus, il est putain de charismatique, donc oui, il aura pas de date. Rousseff, le plus surprenant, avec aussi Zack Ryder, Noé José, Mac Kanellis, Maria Kanellis, Primo et Pico, bon, pas surprenant. Rowan, très surprenant. Sarah Logan, Carl Anderson et Luke Gallows, je pense les plus surprenants de ce top. EC3, Dak Maverick qui était très attristé, Heath Slater, Kurt Hawkins, Eric Young, Lio Rush, Kurt Angle, Fit Finlay, Serena Deeb, Kendo Kashin, Chris Guy qui est Ice Steel, qui était en indé avant, Aiden English, Mike Yoda, André Listenberg et Josiah Williams. Et là, d'après le site dont on regarde par rapport à Catch au quotidien, il y a les statuts à déterminer. Donc si c'est des contrats qui vont pouvoir être repris par la compagnie après, parce qu'il y a aussi ce truc que les gens ont complètement mis de côté, qu'il y en a c'est du chômage partiel. Pour le coup, nous en France, on a le chômage partiel. Ça s'appelle pas comme ça en Amérique, mais c'est ça. Hein. C'est des contrats qui sont figés, mais qui seront amenés à être repris après la fin du confinement. Ouais. C'est ça.
Je pense à Fit Finlay et juste Mike Yoda. On n'a pas précisé, mais ça, à ce qui paraît, ce serait une pré-retraite aussi. De ce qu'on Ouais. connaît, ce serait plus une pré-retraite. Donc, il serait toujours à la VVE, mais en pré-retraite. Et pour du coup les statuts à déterminer, on a Billy Kidman, Mike Rotunda, Pat Buck, Sean Davary, Scott Armstrong, Sarah Stock, Shane Helms et Lance Storm. Donc voilà, c'est Ouais, quand même. c'est que des producteurs. Hein. C'est ça, producteur Sarah Stock et entraîneuse. Entraîneur, ouais. C'est ça. Entraîneur. Entraîneur, Mm. ça se dit pas entraîneuse? Si, entraîneuse. Ah, Si, si. non, mais voilà. Enfin, je pense, ouais. Et de toute façon, on a eu le débat, hein, je vous invite à aller Eh, voir, il était une fois sur Backlash 2004, on a eu ce débat sur le fait que sans Sarah Stock et sans Sarah Amato et toutes ces personnes qui étaient importantes, je pense que la révolution féminine n'aurait jamais eu lieu. Hein, donc c'est important de le noter qu'elle est en statut différemment, à sûrement. Ouais. déterminer. Oui, aurait eu lieu différemment, voire pas comme on le connaît aujourd'hui. Est-ce que t'as dit, j'ai peut-être oublié, mais comme t'as dit beaucoup de noms, mais t'as dit Cassius Ohno ou pas? Non, Kashushino Non, qui ouais. est très compliqué la situation de Kashushino. Il est noté comme alumni sur le compte VVE, sur la page WWE, Ouais, mais il n'a été confirmé nulle part. Et par contre, j'ai oublié de ouais. préciser Tayana Conti qui, elle, l'a précisé qu'elle était relâchée. Hein. Elle, c'est Hmm. carrément elle qui l'a dit. Donc, Mais très pour, compliqué. pour Cassius Ohno, peut-être qu'il a l'intention de prendre sa retraite et qu'il sera repris après en tant qu'entraîneur ou producteur ou peut-être à NXT ou au PC après. Ou peut-être qu'il est vraiment. Enfin, pour le moment, on ne sait pas, donc on va pas trop en parler non plus. Mais pour le coup, s'il y a bien, même s'il a 40 ans, qu'il aura pas de mal à trouver des dates s'il a envie, bien entendu, c'est lui. Après, pour te dire mon avis là-dessus, Enzo, moi, si on était dans des conditions totalement normales, je t'aurais dit, bon, c'est pas grave, les trois quarts vont retrouver du taf, parce que bah, c'est soit des noms qui sortent de VVE. Bon, pour les plus jeunes, enfin, il y a le chinois, j'ai plus Mars ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a des catcheurs qu'on Oui. n'a jamais vus, que ça soit à la télé ou autre. Bon, ça peut être compliqué pour eux, c'est sûr, et c'est une perte de boulot. Oui, c'est triste. Alors moi, j'ai fait un petit troll à la con sur Twitter. Il y a des mecs qui sont venus me tomber dessus alors que c'est bon. Je veux dire, moi, j'ai des soucis dans ma vie. Il y a d'autres problèmes, je pense, que ce soit en France déjà, que ce soit nos amis, notre famille, les gens des hôpitaux, etc. Enfin, moi, je suis plus attristé par eux, par leur situation, des gens que je peux connaître, que par des catcheurs WWE. Alors, c'est très triste pour eux, bien entendu. On ne peut pas se féliciter et se réjouir que quelqu'un perde son boulot, hein, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que c'est. Enfin, si on était dans des conditions normales, il n'y avait aucun problème. Là, le problème, c'est que pour beaucoup de catcheurs, bah, ils vont pas avoir de thunes pendant un certain temps parce que bah, il n'y a pas de boulot ailleurs, en fait. C'est ça le gros problème. Et, C'est surtout ça. et encore, moi, c'est là où je te rejoins pas sur ça, c'est qu'il y a un système, tout simplement, soit de crowdfunding, qui aiderait et les fans participeraient si vraiment il y a un catcheur qui se retrouve à la Après, rue. Après, ils ont des salaires de je sais pas combien, ils se sont fait de la thune pour la oui, non, plupart mais voilà. pendant au moins 3 ans pour la plupart. Donc voilà. Après, il y a aussi un système qui s'appelle Pro Wrestling Tees que la plupart des talents, oui, c'est vrai que c'est un peu plus Ouais. dérangeant pour MJ Jenkins, Dorian Mack qui sont presque des no-name à nos Ouais, yeux. qui gagnait beaucoup moins de thunes que les autres. Ouais. Effectivement, ça va être plus compliqué pour eux. Après, de ce que j'ai compris, il y a aussi le fait qu'ils sont payés pendant 30 jours, eux, les catcheurs de NXT et du Oui. Performance Center. Ap- Il y a plein de choses bizarres qu'on sait Après, pas. mon Oui. point de vue là-dessus, c'est que, enfin, je suis triste pour eux. Une perte d'emploi, c'est toujours la merde et tout. Mais soyons réalistes. Enfin, c'est peut-être pas les plus à plaindre non plus. Alors oui, les États-Unis, ils ont moins de trucs d'assistance comme nous en France, etc. Mais je veux dire, moi, je suis un peu du même avis que toi. Pour le coup, la VVE, là, ils ont fait ça. C'est bah, ils avaient besoin de récupérer des thunes. Et ils préfèrent aller faire leur tournée en Arabie Saoudite pour faire des thunes et virer des gens. Et voilà, ça fait partie d'une façon de penser de l'entreprise. L'entreprise a choisi de penser comme ça, de faire ça. Du coup, ils le font. Après, moi, personnellement, ça me fait chier pour eux, mais il y a certains, j'ai aucun doute, qui vont retrouver du taf très vite dès que ça marchera normalement. Après, voilà, en attendant, on ne sait pas trop comment, s'ils ont des thunes. Alors, moi, tu sais, moi, Enzo, moi, je lis pas les sites Oui. internet, les machins et tout. Donc, j'ai pas vu les news là-dessus, ça m'intéresse pas, clairement. Et il y a aussi un truc qui fait que je m'en branle un peu, c'est que moi, la VVE, actuellement, enfin voilà quoi, tout le monde le sait, si vous suivez la chaîne des rebuts, vous le savez.
Moi, la WWE actuellement, je m'en tamponne, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, moi, personnellement, en rigoler un peu. Après, oui, c'est triste pour eux, mais moi, je suis très content de me dire que je vais peut-être avoir la possibilité un jour de revoir Lio Rush sur un show de catch, quoi. Lio Rush, pardon. Mais Parce que voilà, Lio Rush va sûrement aller en Indé, je pense pas qu'il va arrêter le catch. non, oui. Et bon, voilà, peut-être qu'un jour on le verra. Mais c'est ça en fait, c'est... Alors moi c'est ce que j'ai marqué au tout début, j'ai vite supprimé mon tweet sur l'ancien compte en plus, donc dans tous les cas vous pouvez pas retrouver le tweet. Mais j'avais noté comme quoi... En fait, fin de compte, moi quand il y a des ménages de printemps, j'ai une petite fierté... c'est horrible, hein, mais d'être content parce que ça relance les Ouais, mais cartes, là, c'est un shake-up dans le monde du catch. Là, ouais, mais là, c'est des conditions différentes. effectivement, c'est aussi pour ça que j'ai supprimé le tweet parce que fin de compte, je me suis dit, ah, c'est des conditions différentes et j'en suis totalement Bah d'accord. oui, parce que là, les mecs vont pas avoir du boulot dans 30 jours. Enfin, normalement pas, parce que je pense pas que ça sera repris Non. dans 30 jours, tu vois. Oui, mais ils ont d'autres moyens de faire rentrer de l'argent, comme je te disais, Pro Wrestling Tees, où la Oui. plupart ont déjà mis des t-shirts en vente et je vous invite tous à aller acheter. Il y a Drake Maverick qui a fait des super t-shirts et voilà, c'est. Il y a. En fait. Il y a Slater qui a fait I Got Fire. Ouais, oui, non, mais oui, ils sont hilarants. C'est des mecs qui vont vite retrouver du boulot. Et, Ouais. et c'est pas méchant et c'est pas péjoratif envers eux, mais on a voulu faire passer la douleur comme des diables parce qu'ils ont licencié tant de personnes en C'est même une temps. entreprise et C'est c'est un totalement. moment difficile pour eux et parce que voilà, ils avaient besoin de licencier pour rentrer dans plus ou moins dans leurs frais. Enfin, je t'avoue, j'ai pas trop capté tout ça, C'est mais ça, c'est ça. moi, le truc, c'est que bah, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Alors oui, la manière, la méthode, c'est par SMS ou autre, on sait pas trop comment ça s'est vraiment passé au final, parce que beaucoup de fans ont crié tout de suite sur la VVE, mais on n'est pas dans les papiers. Ça a toujours été le cas sur la chaîne des rebuts du catch, et même depuis que Enzo, c'est toujours le cas. On parle pas des rumeurs ou des on-dit, parce que bah, moi, ça m'intéresse pas personnellement, et j'ai pas envie qu'on parle de ça sur la chaîne des rebuts du catch. Donc, dire des ah ouais, à ce qui paraît, ils se font virer par SMS. Enfin, après, Drake Maverick, je crois qu'il a confirmé ça. Je crois que c'est Oui, Drake Maverick. c'est Drake Maverick dans sa vidéo qui a dit qu'il a reçu un SMS. Mais voilà, mais bon, après lui, peut-être a été comme ça, mais peut-être pas d'autres. Enfin, on sait pas trop, tu vois. On sait pas. Nous, en tant que fans, on peut parler oui, de pourquoi des mecs qui se sont fait virer, etc. Mais après, on n'est pas dans les bureaux, quoi. Effectivement, et c'est là où je vais rejoindre, où je vais totalement te rejoindre, et c'est là où je vais un peu taper sur certains fans, même si je vous adore les amis, catch et amour et gros cœur sur vous. Mais c'est là où bah, y a des gens qui me dérangent un peu des fois parce que bah, à croire qu'ils sont au cœur de l'entreprise. Ah, ouais, tout le temps, ça. Moi j'essaye toujours de dire la W, vous la voyez comme des méchants parce que, désolé, j'adore la EW, ce qu'ils proposent, mais la W est arrivée en plus comme les gros face, tu vois, les gros gentils qui pensent aux fans de catch, alors que la W ont toujours pensé au business parce que bah, la W c'est un business qui a fait beaucoup d'argent et pour le coup on peut pas le contredire. Mais t'inquiète pas que la All Elite, ils pensent au business aussi. Hein. Totalement. Et à un bout d'un moment, il y a le fait de vouloir trop faire du produit de fan de catch et les deux vont bloquer, je pense. Et on verra, Oui. on peut pas parler avant, mais il y a des gens qui prennent pour je ne sais pas qui dit oui en backstage ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Ils sont tous en train de rigoler des renvois. J'ai vu des gens qui disaient oui, de toute façon WWE s'en fout, Vince McMahon n'est même pas au courant qu'il y a eu autant de renvois, il s'en fout complet. Je pense que Vince McMahon était très attristé. Bah, on sait pas en fait, on peut pas parler pour lui. Alors il Oui. y a des trucs qu'on sait sur lui, tu vois, mais on peut pas savoir qu'est-ce qu'il en a pensé. C'est ça le truc. Faut arrêter de parler pour à la place de un tel, Nous on est là en tant que fan, faut qu'on reste à notre place, quoi. Et le problème c'est qu'il y en a, ils se prennent pour des mecs qui bossent chez VVE, alors que, enfin moi personnellement, le produit actuel me plaît pas de la VVE, mais c'est le produit. Je veux dire, la compagnie en elle-même, bah, c'est une compagnie qui veut faire des thunes. Je veux dire, quand nous on fait une chaîne YouTube, on a envie de faire le plus d'audimat possible, on a envie de faire le plus de viewers. Je veux dire, quand on m'a dit par rapport à ma vidéo sur la VVE, tout ça, ou quand j'ai fait mon coup de gueule après, certains m'ont dit ouais mais c'est pas le nombre de vues qui est important. Bah, un peu, parce que quand tu fais des vidéos même sur YouTube à notre niveau, bah, on a envie que la vidéo soit vue au maximum, tu vois, ça me paraît logique. Et la VVE, bah, ils ont envie de faire des thunes comme la All Elite, comme l'Impact, comme la Ring of Honor. À mon avis, la Ring of Honor, ils sont pas contents de ce qui se passe non plus, parce que eux, vu comment ils sont limite niveau thunes et tout, d'après ce qu'on dit encore une fois, bah, pour eux, moi je pense que pour eux, pour l'Impact et tout, c'est peut-être encore plus difficile que pour la VVE, tu vois, pour le coup. Mais totalement. Et moi, je pense aux catcheurs indépendants qui gagnaient le SMIC en étant catcheur
et qui fin de compte se retrouve du jour au lendemain sans métier, sans Ouais. profession du catch. C'est plus ça. Hein. Moi, c'est Bah, plus pour les catcheurs indés que j'ai plus peur que pour les mecs qui sortent de VVE, quoi. En Totalement. plus, tu t'as dit, non, logiquement, ils ont 30 jours encore de paix, un truc comme ça. ouais, certains catcheurs. Certains, Et ouais. on est encore sur des. À ce qui Pareil, paraît, ouais. parce que, Ouais, bah voilà. comme bon. j'ai dit sur Twitter, on n'est pas comptable chez VVE Mais ouais, c'est pour les ça. histoires d'argent ils payent pas Mm. ou la douleur ont assez d'argent. On n'y est pas. On sait qu'il y a une crise Non. sanitaire, que ça touche Mais tout le monde et que ça tu soit sais pas le monde du qu'Enzo, catch. Oui. on doit faire partie des mecs qui parlent sur YouTube. Je crois qu'on est les seuls à avoir à peu près cet avis-là, quoi. Tu vois? Malheureusement. Mais bah après, chacun pense ce Oui, qu'il veut. Moi, je suis effectivement, pas oui, là à me oui, oui. dire ce qu'on pense nous, c'est la meilleure façon et tout ça. Et c'est pour ça qu'on voulait en revenir là-dessus. Donc ça va un peu déborder. On va devoir s'arrêter assez vite parce Oui, que oui. sinon on va faire 45 minutes, enfin 50 minutes. Mais le truc, voilà, moi, je suis triste pour les catcheurs. J'en ai rigolé un peu parce que c'était un peu fun sur le fait quand tu voyais tous les noms partir. Enfin voilà, je veux dire, arrivé à un moment, faut qu'on se décontracte un peu de l'anus, quoi. On est là, non mais, enfin, je veux dire, on est que des fans de catch. J'ai l'impression que les fans de catch prennent tout à cœur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à la base, c'est un divertissement. On peut être triste pour les catcheurs qu'on aime, bien entendu. Mais, enfin, je veux dire, on n'a pas la position pour dire à la VVE qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Alors, on peut râler, on peut dire, ah, je suis pas d'accord avec des idées de booking, etc. Mais tout ce qui concerne l'entreprise, on n'est pas dans les petits papiers, on ne sait pas vraiment comment l'entreprise marche. Alors, il y a des retours, il y a des trucs, etc. Ce que moi, je lis pas du tout. Mais clairement, je pense que nous, en tant que fans, on peut se permettre de critiquer le booking, de dire si on aime un truc, qu'on n'aime pas un truc, etc., etc. Mais ce qui concerne la façon de réagir de l'entreprise, de virer ou pas les gens par SMS ou pas, bah, c'est l'entreprise qui choisit, c'est elle qui dirige son image, c'est elle qui fait son image, elle fait comme elle veut au final, tu vois. Effectivement. Donc, Et moi, j'ai un autre message à faire passer, c'est ayez l'esprit critique. Parce que même mon pote Stéphane, qui gère le temple du catch, le dit lui-même que c'est des rumeurs. Il dit que c'est des rumeurs, il faut le prendre avec du recul. Et même des informations officielles, des fois, il faut le prendre avec du recul, comme il faut ouais, prendre ouais. avec du recul dans les infos. Ayez l'esprit critique niveau catch, parce que c'est pas parce que vous voyez une rumeur que c'est acquis. Le nombre de rumeurs qu'on a vu, hein, CM Punk, ça fait combien de fois qu'il doit revenir au Rumble? Ouais. Voilà, hein, et clairement, voilà. Non, mais, bah, pour finir, juste Enzo, moi, Ouais. voilà, encore Vas-y. une fois, j'ai fait un petit troll. Bon, il y en a, ils ont mal pris, mais ça, c'est pas grave. Je veux dire, moi, je suis une grande gueule. Je dis ce que je pense des fois trop vite sur Twitter, mais bon, moi aussi, ça fait du bien. Après, ceux qui nous écoutent, ils savent très bien que, voilà, s'ils nous écoutent, c'est aussi parce que moi, je suis une grande gueule et que toi aussi, t'as pas ta langue dans la poche, quoi. Et que ça soit Minou ou Dolo avant, aucun de nous quatre avait la langue la langue dans leur poche. Donc, ça a été toujours plus ou moins l'ADN de la chaîne, et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle les rebuts. Mais voilà, mais après, moi je suis pas du tout un pro VVE et Enzo, toi t'es pas non plus un pro VVE, quoi. Je suis ni un anti ni un pro VVE et toi c'est pareil pour toi. T'aimes beaucoup le produit VVE, mais s'il y a des trucs de merde, tu le dis aussi. Et comme moi, s'il y a des trucs bien, je l'ai dit, le Rumble, j'ai adoré et il y aura d'autres trucs plus tard quand toute cette merde sera finie parce que vous savez, sûrement si vous suivez la chaîne, moi je veux pas en parler tant que c'est dans le confinement de toutes les structures. Dès qu'il y a des choses en public, je veux pas en parler. Mais quand tout ça sera fini, si dans le futur il y a des trucs bien et tout, bah je dirais, et voilà quoi. Mais pour le moment, c'est pas le cas, quoi. Voilà. Effectivement. Merci Cody. Merci Cody Bah, d'avoir merci fait à toi. d'avoir fait une petite aparté. Merci pour l'invitation. Mais de rien, pour une fois, j'invite Cody. Bah ouais, pour une fois que je me fais inviter sur ma chaîne YouTube. Effectivement. Merci Cody. Voilà notre avis avec Cody pour toute cette vague de licenciements. Je sais pas ce qu'on a dit. Je sais pas ce qu'on a dit, sachant que j'ai tourné cette vidéo avant. Hein, donc je ne sais pas ce qu'il a dit et j'espère qu'on a parlé positivement, que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir suivi ce premier numéro de Récap WWE. J'ai essayé de faire ça chaque semaine jusqu'au 8 mai pour vous offrir un contenu de qualité et continuer à vous parler de WWE sur la chaîne parce que c'est quelque chose que je regarde, qui m'intéresse encore. Donc voilà, merci à vous vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. On se retrouve ce jeudi avec le Tournament of Death 1 de l'année 2002 reviewé par Cody. On se retrouve normalement, je dis bien normalement, demain à 17h pour la réaction live de WrestleMania 36 partie 2 que Matej aura
a eu la gentillesse de monter pour lundi. Merci à lui. Donc voilà, on se retrouve avec un gros programme. Vous pourrez retrouver tout le programme sur les Twitter, sur mon Twitter qui est tout nouveau, c'est Enzo Rebut avec un S, ou sur le Twitter des Rebut Hebdo, Rebut du catch. Merci Rebut Hebdo, c'est l'émission sur les Twitter de Rebut du catch. Rebut, arrobase Rebut du catch. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Bonsaï et bien sûr, comme on dit chez nous, soyez curieux. Allez.